Bonsoir à toutes et tous, salut à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois, salut aussi à ceux qui nous rejoignent encore une fois, merci de votre fidélité, bienvenue sur le talk de France Info, une heure ensemble pour parler d'actu sur Twitch, de 18h à 19h en direct depuis le troisième étage de la maison de la radio. Je vois il y a déjà des têtes connues dans le chat et aussi des nouveaux il me semble, bienvenue à toutes et tous, salut Julot, salut Mille et Mimi, salut Adadi, salut Marité. Bonsoir à tous, on est donc ensemble pendant une heure pour mettre un coup de projecteur là où il y a de l'ombre, une heure pour décrypter, pour interroger, pour faire parler les silences de la musique, pour recontextualiser, pour titiller, pour approfondir, pour mettre du relief, une heure pour poser des questions et dessiner des petits bouts de réponses. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, parce que vous êtes peut-être sur un autre fuseau horaire, ou parce que vous-même, vous êtes peut-être sur un autre hémisphère. C'est un peu la grande magie de la télécommunication moderne. En tout cas, sachez qu'ici à Paris, il est passé 18h, et comme dehors, il y a comme une sorte de vent d'été. Et l'été, pour ceux qui ont la chance d'en avoir à ce moment-là, et surtout pour ceux qui ont la chance de pouvoir se le permettre, l'été, c'est le temps des vacances. C'est la mer, c'est la montagne, la campagne, les criquets, les pique-niques, les bains de minuit, les étoiles filantes, l'odeur du barbecue, l'odeur de l'iode, celle des pins, celle du sable. Et puis aussi, bien sûr, mais ça, on ne le mettra pas sur Instagram, l'été, c'est aussi deux, trois petits trucs dont on parle un peu moins. Parce qu'on ne le dit pas, mais l'été, quand même, souvent, c'est aussi les méduses, le beau-père pénible, la belle-mère fatigante, le filleul qui crie parce qu'il fait ses dents, les bouchons sur l'autoroute, le péage qui est trop cher, la route qui est trop longue, le prix de l'essence qui galope, la clim en panne dans le train, le vomi du petit dernier dans le scénic, les suppléments bagages, le bitume qui fond, les frelons, les guêpes sur le melon, les coups de soleil, les cloques aux pieds, le sel qui colle, le sable qui gratte. Et puis il y a aussi l'été beaucoup de mouchoirs, beaucoup de mouchoirs et beaucoup de larmes aussi. Parce que l'été, voyez-vous, c'est ça aussi. C'est parfois un tragique torrent de larmes, c'est une lamentation éternuée, c'est une symphonie toussée parce que pendant tout l'été, c'est la saison des pollens. C'est de cela dont on va parler ce soir. On va parler d'allergie, on va parler de pollen, de désensibilisation, de choc anaphylactique, de larmes, de quinte de tout. On va causer yeux rouges et piqûres infernales. On va voir comment ça marche, comment on peut s'en prémunir, qui ça concerne aussi, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut devenir allergique, est-ce qu'on est de plus en plus allergique. Ça fait pas mal de questions et je suppose que vous en avez, vous, des questions. Cette émission, on l'a fait ensemble, alors n'hésitez pas à venir les poser dans le chat, vos questions. Vous êtes peut-être vous-même allergique, votre conjointe, votre conjoint est allergique et c'est l'enfer. Vous êtes allergique mais vous avez trouvé comment vous soigner. Vous n'y connaissez rien et cela vous fait peur. Venez témoigner, posez vos questions directement dans le chat pour répondre à vos questions et aussi pour répondre un peu aux miennes. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous présenter, si ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. À mes côtés en studio, Isabella Anesi Maizano. Bonsoir madame. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, 18h, on peut presque dire bonsoir. Oui, Vous êtes chercheuse à l'INSERM, vous dirigez l'équipe épidémiologie des maladies allergiques et respiratoires, c'est ça? oui, c'est un institut d'Hébreu d'épidémiologie et santé publique. Voilà. Bonsoir madame et merci d'avoir fait l'amitié de nous rejoindre. Et en duplex depuis Brucieux, je pense, dans le Rhône, Samuel Meunier. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous. Alors vous êtes ingénieur au réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA. Samuel Meunier, vous restez avec nous jusqu'à 18h15, c'est ça? C'est ça. Et je vous libère à l'heure, c'est presque promis. On a un Français sur 4 qui souffre de pollinose, c'est l'autre nom des allergies au pollen, le fameux rhume des foins, des allergies qui varient selon les saisons, la météo, et qui varient aussi en fonction des plantes. Ces allergies, elles concernent de 30 à 35% des adultes, vous me corrigerez tout à l'heure si je me suis trompé dans mes chiffres. C'est environ 20% des enfants à partir de 9 ans, selon les chiffres de l'ANSES. Et d'après les données des fédérations d'allergologues, la prévalence des allergies respiratoires a été multipliée par 3 en 30 ans. Et enfin, à la fin du mois de mai, le réseau national de surveillance aérobiologique, dont vous faites partie, Samuel, alerte dans un bulletin sur le risque élevé d'allergie au pollen dans toute la France. Samuel, je crois qu'il y a 90 départements qui sont touchés. C'est quoi la carte des pollens en ce moment? C'est rouge partout? Oui, alors on a encore mis une mise à jour ce matin. Donc en fait, il n'y a qu'un seul département qui est encore en jaune, donc en risque moyen, c'est le Finistère. Parce que étonnamment, il y a toujours moins de pollen en Bretagne et surtout vers Brest. Notre capteur de Brest, c'est notre capteur où il y a le moins de pollen en France chaque année. Et du coup, pour l'instant, c'est encore en jaune, mais sinon, tous les autres départements sont en rouge pour les pollens de graminées qui touchent vraiment tout le pays, en fait. C'est la particularité des graminées. Donc pour ceux qui ne savent pas les graminées, ce que c'est les petites herbacées que l'on voit le long des routes, dans les champs, sur les ronds-points, certaines céréales, parfois dans nos parcs et jardins aussi. Et ces graminées sont en pleine floraison et gênent fortement les allergiques. Tout à fait.
Isabella, vous êtes allergologue à l'INSERM. Ce niveau inédit de pollen, est-ce que ça veut dire des cas d'allergie qui sont plus graves ou est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de personnes susceptibles de ressentir cette allergie? Ben, les deux. Vous avez bien vu la situation. À la fois, il y a plus de cas graves parce que on pourra en parler, la saison est plus longue, il y a plus de pollen, etc. Et en même temps, il y a des gens qui commencent à être allergiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont une susceptibilité génétique, pour parler facilement, une susceptibilité à développer la maladie allergique. On le voit ça déjà dans la famille, hein. Il y avait un grand-père, une grand-mère ou les parents qui étaient déjà allergiques. Ça veut dire qu'il y a des gènes, hein, qui passent des parents aux enfants. Et ces gens-là, eh ben, quand il y a trop de pollen, c'est une question de dose, hein, comme souvent en médecine, peuvent devenir allergiques et notamment faire des pollinoses, le mot que vous avez utilisé pour dire le rhume de foin. Hein, finalement, allergie exagérée au pollen. Samuel Monnier, la période de pollinisation, c'est quand? C'est quoi le moment le plus intense? Alors, ça dépend où on habite. Et du Actuellement, les pollen. graminées, ouais, du pollen, c'est pour ça. Actuellement, les graminées, c'est partout. Malheureusement, il y en a vraiment dans toute la France. Mais si on est plutôt allergique au pollen de cyprès, on va être gêné plus autour de la Méditerranée, où il y en a beaucoup plus, hein. Les quantités sont beaucoup plus fortes et c'est de janvier à avril à peu près les pollens de cyprès autour de la Méditerranée. Si on est plus allergique au pollen de bouleau, par exemple, hein, pas le boulot, le travail, hein, mais l'arbre, les pollens de bouleau, fleurissent en avril et plus dans le nord du pays, viennent gêner les allergiques plus au nord du pays. Donc ça dépend vraiment des personnes. Il y a l'ambroisie qui fleurit, elle, en Auvergne-Rhône-Alpes, surtout en août-septembre. Donc là, ça sera août-septembre. Donc ça dépend des périodes et puis des pollens aussi, bien sûr, qui sont présents dans l'air. Est-ce qu'il y a un moment où on peut être épargné? Est-ce qu'on peut être sûr d'aller dans un endroit qui n'ait pas de pollen? Pas vraiment en réalité. De moins en moins. Alors, on dit toujours qu'en bord de mer, quand même, souvent, on est un peu plus épargné, donc on a moins de pollen. Après, ça dépend quel vent on a, hein. Si on a plutôt du vent de terre qui ramène les pollens de la terre, on va quand même être gêné. Mais si on a du vent de mer, là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de pollen en mer, donc on va être tranquille si on est au bord de mer. Donc souvent, on dit aux allergiques quand même, allez plutôt en bord de mer, vous serez un peu plus tranquille, un peu moins gêné par les pollens. Et Ouais. puis peut-être en hiver, hein, vraiment décembre, etc., il y a moins de Oui. pollen. Pour le moment, mais puisque on a de plus en plus des journées chaudes, voilà, on s'attend aussi à des changements de ce type. On a Amélie Mimi qui, elle, nous dit: «Je suis devenue allergique au pollen à cause du Covid l'année dernière». C'est possible ça? Mais c'est possible. Il y a plein de choses, malheureusement, qui ont suivi le Covid. Alors, il n'y a pas de données vraiment scientifiques qui permettent de le dire, mais il y a un changement du système immunitaire, hein, qui à la suite de la Covid, et notamment une fragilisation des muqueuses des voies aériennes, donc de la partie haute du nez et puis vers les bronches. Et là, ça fait que les pollens, chez quelqu'un qui a une prédisposition, pénètrent plus facilement et donc l'allergie peut commencer. L'OMS nous dit que d'ici à 2050, la moitié de la population française pourrait devenir allergique. Alors là, je vais vous poser la question à tous les deux, hein. Alors, déjà, pourquoi ce nombre augmente? Il y a pas mal de pistes. Parmi ces pistes, il y a les facteurs environnementaux comme le réchauffement climatique. Alors, vous, Isabella ou Samuel, Oui, les deux, vous pouvez répondre, je pense. on peut répondre. Samuel, vous d'abord. Oui, parce qu'ils sont bas Parce après. qu'après, vous vous en allez. Oui, non, une précision sur ce chiffre 50%, quand on parle de 50% de personnes allergiques en 2050, c'est tous les allergies respiratoires confondues. Donc, ce n'est pas que les pollens, hein, c'est aussi, par exemple, les acariens, les poils de chat, tout ce qui est les acariens. Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aussi aux acariens qu'on retrouve dans nos logements. Du coup, c'est vraiment toutes les allergies respiratoires et pas uniquement Pas les seulement pollens, hein. respiratoire, d'ailleurs aussi alimentaire, c'est vraiment toutes Oui, les voilà, c'est ça. allergies. Toutes les C'est allergies. important à Donc, c'est dire. pour ça que le chiffre est aussi important aussi, hein. C'est aussi pour ça. Le problème, c'est que pour l'OMS, c'est 2050 au niveau mondial et qu'il y a des projections pour l'Europe qui nous disent que ça va être plutôt en 2030 pour l'Europe. Un individu sur deux allergique au sens large du terme. Donc, allergie de la peau, des voies aériennes, alimentaires, et voilà. Mais quelqu'un qui souffre, parce qu'on n'a pas donné la définition de cette allergie, qu'est-ce que c'est?
Mais alors, Oui. et comment on l'explique ça? Pourquoi le réchauffement climatique? Si on veut expliquer à ceux qui n'y connaissent rien, c'est quoi la corrélation? Alors, il y a plusieurs corrélations, hein. Une facile et puis qui s'enchaîne bien avec ce qu'on vient de dire, c'est que du fait du réchauffement climatique, il y a plus de pollen parce que disons, les plantes produisent plus de pollen et pendant des périodes plus longues, on a aussi une anticipation de la saison pollinique. Donc, ça met évidemment les sujets susceptibles à un risque plus élevé. Et cette augmentation n'est pas seulement en nombre de pollen, mais aussi en termes de l'allergénicité. Ça, c'est un mot difficile, mais disons du contenu d'allergènes dans les pollens. Alors, pour faire une allergie, on doit rencontrer l'allergène. Et c'est ce qu'on dose d'ailleurs pour voir si les gens sont allergiques. On va voir les anticorps à cet allergène. Donc, ce qu'on sait maintenant, il y a plus de pollen, plus de pollen agressif, pour parler un langage assez simple. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que le réchauffement climatique est à l'origine aussi de plus d'une augmentation des facteurs qui sont connus comme facteurs de risque des allergies, à savoir, par exemple, la pollution atmosphérique. Bah, justement, j'allais vous en Voilà. parler. Il y a la pollution atmosphérique, notamment l'ozone, les particules de diesel qui auraient Oui. un rôle. Les particules en général. Mais c'est pareil, la corrélation n'est pas immédiate. Vous pouvez peut-être l'expliquer. Samuel, si vous voulez intervenir, intervenez. Hein. Comme vous n'êtes pas en face, Oui, c'est oui, non, peut-être mais plus compliqué pour vous. Isabella explique très bien là. C'est très bien. Juste un chiffre sur l'augmentation des quantités de pollen. Isabella en a parlé. Il y a 20% d'augmentation en 30 ans des quantités de pollen de bouleau. Donc, c'est déjà un chiffre important. Et puis, le noisetier qui fleurit plus tôt cette année, on a eu des noisetiers déjà fin décembre, alors que d'habitude, le noisetier, il fleurit plutôt en février. Et là, fin décembre, avec les températures douces qu'on a eues, on avait déjà des pollens qui gênaient les allergiques sur une grande partie du pays. Donc, des saisons qui sont avancées, comme l'a dit Isabella, des quantités de pollen plus élevées, des saisons qui durent plus longtemps dans le temps, des allergies qui sont beaucoup plus gênées par les pollens. Et ces pauvres patients qui sont épuisés parce qu'ils sont exposés Ouais. trop. Et l'allergie, c'est une question de dose, finalement. Donc, être exposé à ces doses. Et peut-être, Samuel, on peut rajouter le fait que les pollens n'aiment pas la pollution, qu'il y a des très jolies photos qui montrent comme quand on fait un spray d'un polluant sur un pollen, le pollen, il s'ouvre et il laisse sortir des parties, disons des particules submicroniques qui sont à l'intérieur. Parce que le pollen, Et qui sont allergènes, c'est ça? Eh oui, et qui sont, du fait qu'ils sont très petits, rentrent plus loin dans les voies aériennes, dans l'arbre bronchique. Et c'est comme ça qu'on a de plus en plus d'asthme associé au pollen. Alors que dans le temps, le pollen était plutôt à l'origine de rhinite. Là, maintenant, on a beaucoup d'enfants, d'ailleurs, qui font un asthme à pollen. Et avec un groupe d'experts européens, on vient juste de publier toute une revue de la littérature pour montrer qu'il y a plein de chiffres qui confortent cette idée qu'il y a maintenant qu'on peut parler d'un asthme au pollen. Et pour l'auditrice de tout à l'heure, voilà le mécanisme par lequel, après la Covid, en plus de ce qui se passe dans le monde, elle se retrouve à avoir une allergie au pollen. Les muqueuses, c'est très important, finalement. C'était Marité, je crois. Non, c'était Didine, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, mais Bon, en tout cas, on a répondu à votre question. Samuel, j'ai une dernière question pour vous et après je vous libère, c'est promis. Et là, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez me dire si c'est vrai ou pas. On s'est mis aussi à planter un peu n'importe quoi, n'importe où. Les êtres humains voyagent beaucoup plus, sont beaucoup plus mobiles, avec un décor qui, eux, ne s'habituent pas. C'est fumeux comme théorie, ça C'est-à-dire qu'on plante des essences qui n'étaient pas endémiques et on les croise, non? Il n'y a pas... Malheureusement.
Malheureusement, oui, on plante des espèces qui sont surtout allergisantes, donc des pollens qui sont allergisants. On a établi une liste qu'on retrouve sur notre site pollen.fr justement de potentiels allergisants en fonction des espèces. Est-ce que cette espèce est très allergisante ou pas du tout allergisante? Du coup, quand ça a un potentiel allergisant faible ou négligeable, on dit mais il n'y a pas de souci, vous pouvez en planter en ville, dans vos parcs et jardins, il n'y a pas de souci. Par contre, si ça a un potentiel allergisant élevé, évitez d'en planter dans vos parcs et jardins, dans les parcs publics, comme par exemple le bouleau, l'aulne, le noisetier, le chêne, le Le platane, frêne, c'est plein oui. d'arbres, le frêne, les graminées ornementales qui sont très jolies, qu'on mettait en grande quantité sur les ronds-points, mais malheureusement, ces graminées ornementales sont très allergisantes, donc il faut éviter d'en planter. Et on se bat depuis des années pour qu'on évite de planter des espèces allergisantes, qu'on prenne en compte la composante santé dans le choix et l'entretien des espaces verts. Il y a un site qui est très bien pour ça qu'on a fait qui s'appelle Végétation en ville, végétationenville.org, où vous retrouvez dessus vraiment toutes les informations sur les espèces à planter et celles qu'il faut éviter de planter dans nos parcs et jardins, dans nos villes, pour éviter de faire des erreurs. Je prends l'exemple, juste un dernier exemple, à Lyon, il y a un nouveau quartier de Lyon, super beau, très très nouveau, très neuf. Ils ont mis qu'une seule espèce d'arbre dans ce quartier, dans un petit parc. Ils ont mis 400 bouleaux, mais que des bouleaux. Le bouleau, c'est l'espèce la plus allergisante en Europe du Nord. Et malheureusement, toutes les personnes qui habitent dans ce quartier sont gênées par ces pollens de bouleau qui fleurissent en avril, qui sont là en avril. Et quand on a interrogé la ville, on a dit mais pourquoi vous avez mis que des bouleaux dans ce quartier? Ils nous ont dit c'est un souci de communication entre les services. Le service urbanisme de la ville a géré ce quartier. Et là, le bouleau, c'est un beau arbre avec un tronc blanc, très beau, peu cher. Donc très bien, c'est parfait. Niveau économique et niveau esthétique, c'est ce qu'il nous faut. Par contre, s'ils avaient consulté les services santé de la ville, là, ils auraient dit le service santé, non, surtout pas de boulot, c'est très allergisant. Il y a des personnes qui vont être gênées, qui vont éternuer pendant des semaines et des semaines et qui vont être gênées par les pollens. Donc prenons en compte cette composante santé et évitons de planter des espèces allergisantes, tout à fait. Et en monoculture, surtout, voilà. C'est-à-dire Oui, favorisons la que biodiversité. le même... Samuel Monnier, je vous ai promis de ne pas vous faire une promesse de Gascon. Il est 18h16, bientôt 17. Donc je vous libère, c'est un peu ça? Oui, c'est ça, j'ai un autre congrès par la suite, mais merci. Je vous Merci laisse infiniment continuer. d'avoir passé Salut. ces petites 15 minutes avec nous. Au revoir. Et revenez Avec quand vous plaisir. voulez, bien sûr. Au revoir Samuel, merci. Au revoir. Merci. Et nous nous retrouvons à deux pour oui. les 45 prochaines minutes, Isabella. Oui. Dites-moi, est-ce qu'on devient de plus en plus allergique? Oui, on devient de plus en plus allergique. On l'a vu, moi, les chiffres que vous avez donnés sont tout à fait pertinents. On a 3 fois plus d'allergiques qu'il y a, disons, dans les 40 dernières années. Mais peut-être, c'est là qu'on a commencé d'ailleurs à bien mesurer. Vous savez, pour dire qu'il y a une augmentation, il faut bien mesurer donner des chiffres qui sont bien mesurés, et c'est le cas. Et nous sommes sûrs de ce qu'on dit. Quand j'ai dit nous, c'est la communauté des gens qui travaillent dans le domaine de l'allergie, qui est internationale et bien établi, disons. Il y a vraiment un monde de gens qui collaborent, qui essayent d'avancer. Voilà. Donc, alors, pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Oui. Alors, ça, c'est... Bien sûr qu'on veut savoir pourquoi. Non, mais c'est ma théorie, mais il y a des chiffres, bien sûr, pour les détailler. Moi, je pense qu'il y a 2 phénomènes qui se sont produits pendant ces 40 années. Alors, d'abord, une prémisse importante, le terrain génétique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire cette susceptibilité à devenir allergique, parce que dans la famille, il y a des allergiques, elle est stable. Et on ne change pas de gènes comme ça. Darwin nous dirait qu'il faut des siècles. Donc, ce qui a changé dans les 40 dernières années, c'est l'environnement. Et ma théorie, c'est que d'un côté, nous avons un environnement qui est devenu plus toxique, et de l'autre côté, nous, les êtres humains, on est devenus plus fragiles. Donc, c'est l'ensemble des 2 facteurs qui fait que on a plus d'allergiques. Alors, bien sûr,
la partie la plus facile à documenter, c'est celle de l'environnement qui a changé. Qu'est-ce qu'il y a qui a changé? Plein de choses, mais je veux... Alors Isabella, je vous coupe parce Oui. que c'était ma question d'après. Il y a Amygdala, salut Amygdala, qui pose la question, qui dit, et il y a aussi l'hypothèse hygiéniste aussi. Oui. Donc, mais vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est? Oui, l'hypothèse hygiéniste fait partie de cette histoire, on est plus fragile. Donc, je vous explique, mais maintenant, elle est un peu revue. Donc l'idée, c'est ça, hein, c'est dans un environnement où il y a de moins en moins de microbes. L'hypothèse, c'est que le système immunitaire se détourne vers des cibles qu'il tolérait bien jusqu'ici. C'est à peu près ça? C'est tout à fait ça. Vous avez bien résumé. En fait, le système immunitaire est fait pour... travailler, et donc quand il ne peut pas travailler, elle fait autre chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Et c'est l'allergie, c'est la définition. Il se met à lutter contre des substances qui, a priori... dont il se fichait complètement avant. Oui, c'est ça? ne sont pas nuisibles. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allergique au pollen, ou peut-être je me trompe, mais il y en a, certainement, on l'a vu, hein, il y a 20% plus ou moins d'allergiques au pollen, et tous les autres ne sont pas allergiques au pollen. Et puis, il y en a pour lequel le pollen est vraiment, c'est un facteur qui est à l'origine des allergies. Donc, cette hypothèse a été testée surtout dans les fermes, hein, parce que où on a, c'est pas politically correct, hein, j'utilise un anglicisme, mais de penser que les fermes sont plus sales que le reste, c'est simplement que dans les fermes, il y a des milieux qu'on n'a plus, bactériens, et aussi en termes de moisissure, qu'on n'a plus dans les villes qui sont trop propres. Alors c'est ça, alors on est devenu trop propre en fait. Voilà, et là on a vu ça. Mais en fait, maintenant, cette hypothèse hygiéniste, puisqu'on a du mal parfois à la confirmer justement au milieu urbain, notamment quand on pense aux villes américaines, downtown, le centre de villes américaines, où là aussi je ne suis pas très politiquement correcte, mais il y a un manque d'hygiène patent, et bien on a plein d'allergiques. Donc pourquoi? Et c'est là qu'il y a le saut, hein, si on peut dire, vers ce qu'on appelle l'hypothèse de la perte de la biodiversité. Nous avons besoin d'évoluer dans une biodiversité qui est complète. À la ferme, on la retrouve encore, et dans les villes, non. Donc dans la biodiversité, vous incluez donc les bactéries, les bactéries. champignons. Il y en a qui sont bonnes et il y en a qui sont dangereuses, mais c'est un mélange. Il n'y a pas que les bactéries, il y a aussi les fameuses fungi, comme on dit, les moisissures dont on a besoin. Et maintenant qu'on est devenu très bon avec les histoires de microbiote qu'on dose dans l'intestin, dans les voies aériennes, etc., on a vu qu'on arrive à trouver les répercussions de cette biodiversité extérieure au niveau de l'individu. Voyez, donc et on a vu que en fonction de la composition du microbiote, hein, par exemple l'intestinal, ce sont les selles, hein, tout simplement, on a des risques accrus d'être allergique ou d'avoir aussi d'autres pathologies. Ce qui est intéressant dans cette hypothèse de la biodiversité, c'est qu'elle permet d'expliquer aussi la croissance d'autres maladies qu'on appelle auto-immunes, c'est-à-dire l'organisme qui rejette des choses alors que, a priori, ça ne devrait pas être le cas. Et par exemple, le diabète ou par exemple certaines maladies auto-immunes. Et cette hypothèse de la biodiversité, après, on arrive à la mesurer de façon très, très bien faite, hein. Et donc, c'est même le nombre d'oiseaux, d'insectes qui disparaissent, ou les espèces, etc. Et donc, oui, votre auditrice a raison, c'est l'hypothèse hygiéniste qu'il faut voir ensuite dans un contexte qui est un peu plus large, et ce qui est nécessaire pour bien comprendre les données. Et ça nous donne, voilà, comme vous l'avez dit, des gens qui ont un système immunitaire qui ne réagit plus de la même façon. Donc, on est plus fragile.
On a fait un petit sondage dans le chat, on vous posait la question, souffrez-vous d'une allergie au pollen? Bon, majoritairement, à 64%, vous souffrez d'une allergie au pollen, donc l'émission devrait continuer à vous intéresser, donc restez avec nous. Isabella, donc vous le confirmez, même si c'est contre-intuitif, on n'est pas moins susceptible de souffrir d'allergie en ville, hein. Non, oui. Il y a absolument, il n'y a rien à dire. En ville, il y a ce que j'avais commencé un petit peu à dire avant, et c'est le fait que il y a plusieurs facteurs qui se croisent, qui interagissent, et donc il y a des risques qui sont plus importants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre dans les villes pour réduire les allergies? Il y avait par exemple l'idée d'interdire les voitures dans certains quartiers, pardon. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre? Eh bien, Parce qu'on peut plus facilement agir sur la ville que sur la campagne. C'est pour ça que je pose la question sur la ville. la ville, oui, bien sûr. D'ailleurs, une différence majeure, c'est qu'on a plein de données, y compris Samuel, il est parti pour les pollens, on les a dans les villes, on ne les a pas pour les zones rurales, hein. Et la pollution, pareil, on la mesure dans les villes, on ne la mesure pas dans les zones rurales. Donc déjà, dans les villes, on peut faire des alertes, hein, plus qu'ailleurs, et puis on peut aussi prendre des mesures qui vont dans la direction de réduire l'exposition au risque. Alors, on n'a pas dit pourquoi la pollution est intéressante. Ça nous intéresse dans le contexte des allergies. Alors, pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que les pollens n'aiment pas la pollution, et donc ils deviennent plus agressifs pour le patient. Ils deviennent plus petits, c'est ça? Oui, hein, mais ils s'ouvrent. Vraiment, il y a des photos qui parlent. Plus loin, peut-être. Oui, du coup, c'est plus léger. Et ça peut aller plus loin avec l'over, mais aussi en inhalant, et c'est plus facile à inhaler, et puis ça pénètre dans les voies aériennes au fond. Mais il y a plein de données désormais pour dire que la pollution atmosphérique est aussi à l'origine de l'asthme et de la rhinite, indépendamment des pollens. Il y a, c'est-à-dire les enfants qui naissent dans des zones où il y a de la pollution en excès, hein, ont un risque accru, 14%, hein, ça a été quantifié, de devenir asthmatique dans la vie. Alors, l'asthme et les allergies dont on parle maintenant, ce sont des maladies multifactorielles. Il faut plusieurs facteurs. Et puis, au début, évidemment, il faut ce terrain génétique, autrement on ne devient pas allergique. Mais c'est la rencontre avec ces facteurs qui fait qu'on devient allergique. Et parfois, il y a un facteur en moins, on n'est pas allergique. On rajoute le facteur, on devient allergique. Et la pollution a ce rôle-là. Hein, c'est vraiment un rôle essentiel. Et on a plein de données vraiment là. On est très, très fort pour dire que pollution et asthme sont liés. Et pas seulement en termes d'exacerbation aux crises de l'asthme. C'est normal, un asthmatique, si c'est pollué, et s'il y a beaucoup de pollution, il va faire une crise. Beaucoup d'ozone. Hein. Vous avez nommé ce polluant tout à l'heure, qui est un polluant estival, disons. Mais aussi, c'est vraiment le développement de la pathologie. C'est-à-dire, l'enfant, il n'est pas malade, il vit dans une zone où il y a de la pollution, il est de façon permanente soumis à cette pollution chronique, même à des valeurs qui ne sont pas exagérées, il a un risque accru de devenir asthmatique. Donc, vous voyez, là, alors dès qu'on réduit la pollution dans une ville, c'est des mesures qui vont dans la bonne direction. Il y a Fishmaster, salut Fishmaster dans le chat, qui dit « Je vais remettre le masque partout où je vais ». Ça fonctionne, ça? C'est une bonne idée pour Fishmaster, qui est donc probablement allergique? Alors, pour les pollens, ça marche assez, oui, parce que les pollens sont gros. Pas pour les microparticules dont je parlais tout à l'heure. Et pour la pollution, il y a des masques hyper performants, mais très compliqués. C'est ceux que mettent les travailleurs qui sont exposés à certains gaz ce genre de et tout choses. ça. Donc, ça ne fait pas partie de ce qu'on peut faire comme ça dans la vie courante. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une autre façon d'éviter les expositions. C'est-à-dire, on habite à côté d'un endroit très pollué. On doit
pas traverser pour un. Il faut essayer de trouver un schéma parallèle, alternatif, qui nous met à l'abri d'un excès de pollution. Il y a des logiciels, hein, par exemple à Paris, un logiciel que vous dit... Prenez ce chemin-là, vous serez moins exposé à tout à fait. un Ça, c'est élément important. allergène. Oui. Donc, ça, c'est facile à faire. Et puis, c'est bon pour la santé parce que ça rallonge d'habitude le chemin. Et donc, et puis amener les enfants à l'école en voiture, des choses comme ça, c'est bon pour la santé de tous. Bon, Fishmaster, il faut que tu changes ton chemin pour te rendre au travail, au lycée, ou je ne sais où. C'est quoi les symptômes de l'allergie au pollen? Eh ben, c'est des éternuements, hein, le nez qui coule, les yeux qui pleurent, et puis le nez bouché aussi, souvent, et qui ne s'arrête pas. Mais après, en prenant un antihistaminique, en général, ça va mieux. Ça, c'est pour la rhinite. Et quand c'est l'asthme, eh ben, évidemment, le traitement est plus compliqué. Il faut passer à de la cortisone, des corticoïdes inhalés, etc. Quand est-ce qu'il faut se poser la question d'aller consulter un spécialiste? Est-ce qu'il y a des signaux qui doivent inquiéter? Est-ce qu'on peut s'auto-soigner? Moi, j'ai dit que pour une première consultation, c'est pas tellement le spécialiste, ça peut être le médecin généraliste, parce que du fait qu'il y a tellement d'allergiques, maintenant les pédiatres et les médecins généralistes sont tout à fait même de faire un diagnostic, de soigner les gens. Donc, il faut évidemment aller consulter, et puis une fois on fait aussi des tests pour confirmer l'allergie, hein, c'est des tests cutanés ou une prise de sang, et à partir de ça, après on peut peut-être faire de l'automédication, parce que finalement ça coûte moins cher, hein, d'aller en pharmacie et acheter un antihistaminique une fois que le diagnostic a été fait par un professionnel. Ça, c'est pour la rhinite. Pour l'asthme, évidemment, c'est notre Ce week-end, il va faire beau, les gens vont être dehors. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ceux qui sont allergiques pour diminuer leur allergie? Qu'est-ce qu'on leur conseille dans le jardin, dans la maison? Eh bien, les allergiques, il faut qu'ils restent malheureusement le moins possible pour le pollen. Hein. Oui, on parle de pollen. On parlera après des autres allergies. Il faut qu'ils restent le moins possible dehors. Il faut que quand ils rentrent, ils se lavent les cheveux parce que les pollens se mettent dans les cheveux. Quand ils sont à la maison, malheureusement, il ne faut pas qu'ils ouvrent les fenêtres parce que le pollen peut rentrer, notamment s'il y a du vent comme aujourd'hui. À Paris, ici, il y a un petit peu de vent et ça transporte les pollens. D'ailleurs, parfois, c'est physique. On voit du jaune, on voit des dépôts. Hein, et c'est ça qu'il faut craindre. Et donc, il faut s'exposer le moins possible. Hein, et puis, essayer de... Une fois passée quand même la période un peu cruciale, c'est quand même bon de prendre de l'air et de sortir et de faire du mouvement et de l'exercice. Isabella, est-ce qu'on peut devenir allergique? C'est-à-dire ne jamais avoir été allergique et développer des allergies? Oui, il y a plein de modèles. Je vous fais un exemple qui est assez parlant. C'est toujours cette histoire de cette susceptibilité génétique qui est là. Et nous, dans le milieu de la recherche, on le voit souvent. C'est-à-dire, on a des techniciens de laboratoire qui font des manips, on peut les appeler comme ça, avec les animaux, et qui, en 6 mois, commencent à être rhinitiques, en un an asthmatique, mais grave, et ils n'avaient jamais eu d'asthme ou de rhinite avant. Et puis, la bonne chose, c'est que s'ils arrêtent de travailler avec les animaux, ils redeviennent normaux. Donc là, vraiment, c'est la rencontre du terrain génétique avec l'allergène, ce mot compliqué, mais qui est cette particule qui réveille notre système immunitaire et contre laquelle on ne peut pas se défendre et qui libère. Donc, on ne se défend pas
Et il y a ce qu'on appelle la cascade allergique. Qu'est-ce que c'est la cascade Ben, allergique? la cascade allergique, c'est qu'il y a des signaux qui sont envoyés. L'organisme ne se défend pas. Il n'arrive pas à se défendre. Donc, il fabrique des anticorps. Et ensuite, il y a la libération de médiateurs. C'est des choses un peu compliquées. Et c'est pour ça qu'après, on peut intervenir médicalement à plusieurs niveaux. On a dit les antihistaminiques, oui, parce qu'il y a libération des histamines, donc on donne des antihistaminiques. Et cette cascade, parfois, elle n'est pas complète, heureusement, c'est-à-dire les gens potentiellement vont avoir peut-être des symptômes, mais pas rien de grave, et puis parfois, c'est vraiment la maladie qui se manifeste de façon avérée, quoi. Et grave, parfois l'asthme, c'est une maladie grave. Peut être mortelle. Mortelle. Et ils meurent beaucoup, malheureusement, aux États-Unis, où le système de santé n'est pas parfait, et c'est surtout dans les milieux défavorisés et dans certains groupes ethniques, ce sont les Noirs. Alors, c'est une mortalité qui est évitable. Si on intervient, on sauve les gens. Mais si les gens ne vont pas à l'hôpital parce qu'ils ne peuvent pas se payer la consultation, eh ben, c'est là qu'il y a 125 000 par an, c'est beaucoup. En France, on est à 800 par an. 800 morts de l'asthme par oui, an en par France, an, c'est ça? Avéré, disons, avec certificat confirmé, etc. On est en baisse, grosse baisse par rapport à la période où on n'utilisait pas les corticoïdes. Et maintenant, c'est stable et c'est assez bas, mais on se dit toujours que 800, ben peut-être on pourrait les éviter. On pourrait les éviter. On Non, a... je suis euphémistique quand je dis peut-être on pourrait. Il faut les éviter, évidemment. Il faut les éviter, bien sûr. On a Solia, salut Solia, bonsoir, qui dit bonjour, qui nous salue déjà. Bonjour Solia, j'espère que vous allez bien. On va bien, Isabella, vous allez bien? Oui, je suis allergique aussi. Vous êtes allergique aussi. Solia qui nous dit, je viens d'arriver et je me demandais, qu'en est-il des appareils qui permettent de purifier l'air? On en voit apparaître un peu partout. Elle cite donc des marques que je ne citerai pas. Ouais. Mais je ne connais pas leur efficacité. Ça marche, ces trucs-là? Donc Solia parle des purificateurs d'air qu'on trouve dans le commerce, dans la grande distribution notamment. Oui, tout à fait. Ils les vendent comme s'ils marchaient parfaitement. Je dirais qu'on est en manque de données de qualité, mais j'ai l'impression qu'on y arrivera. Et les Américains, toujours eux, il y a des contextes où les suggèrent vraiment, par exemple, quand il y a des incendies, comme il y en a maintenant en Alberta, et qu'il y a vraiment beaucoup de fumée, et ils conseillent aux gens d'utiliser un purificateur qui fait quand même un bon travail, vous voyez. Alors, il y a toujours une différence entre les doses très importantes et les petites doses. Là, on voit des produits que nous présentent comme merveilleux, magiques pour nous libérer de petites doses de pollution. Ça, il n'y a pas encore les données. Mais je pense que, d'ailleurs, il y a une accélération avec la Covid. On arrivera à avoir des produits qui sont de qualité et qui vont marcher dans la bonne direction, quoi. Donc votre réponse, c'est que ça fonctionne un peu, mais que c'est pas miraculeux. Oui, ça dépend du contexte. Et pour l'instant, personnellement, moi, j'ai pas vraiment de données pour dire vous l'achetez et ça marche. C'est ça que je voudrais faire. J'ai vu des petites choses sur des marqueurs subcliniques, mais c'était vraiment... Il y a Amigalda qui dit il y a aussi des filtres à pollen pour les voitures. Bon. Bah oui, très bonne remarque. Absolument. Filtres à pollen pour les voitures. Et d'ailleurs, les filtres des voitures, il faudrait les vérifier. De temps en temps? De temps en temps, parce que vous savez, quand est qu'on est le plus exposé à la pollution? C'est dans la voiture? Dans la voiture, sur le périph', derrière un camion.
Hein, voilà, donc ça, c'est des données d'Air Paris, hein, disons. Oui, oui. Et parce que, et pourtant, le filtre était même assez propre. Et oui, malheureusement, C'est dans dans la voiture. l'habitacle, hein, Parce qu'on n'y pense pas immédiatement. on n'y pense pas. On pense être protégé, tout comme on pense être protégé à l'intérieur des locaux. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a de la pollution aussi. Tout à l'heure, on parlait milieu rural et milieu urbain. Et on a laissé tomber le milieu rural, mais à la campagne, il y a beaucoup de pesticides. Et les pesticides sont un facteur de risque de l'asthme. C'est-à-dire que Aussi. si vous habitez à côté d'un champ de maïs, vous êtes autant exposé que sur le périph'. C'est ce que... Pas la même chose. Alors, il y a de la pollution. Quand on regarde les sources de pollution atmosphérique et particulière, il y a aussi l'agriculture. Les épandages, c'est une source, on peut bien l'imaginer. C'est une source de pollution particulière de type secondaire, comme on l'appelle. Donc, c'est parce qu'il y a l'épandage, après il y a des gaz, et puis il y a... Et donc, les gens qui habitent au milieu rural, ils sont exposés à ça, mais on est exposé au milieu rural aussi vraiment à le fait qu'on utilise des pesticides. Et malheureusement, il y a la distance avec, qui est imposée pour l'instant, même des écoles hein, du milieu rural avec les champs où on utilise des pesticides est trop courte. Donc, il y a plein de données pour dire que les enfants sont mis à risque. Et puis, un autre facteur de risque de pollution à la campagne, c'est le bois. Parce qu'on brûle du bois souvent et malheureusement, le bois, c'est une source très importante de pollution, pas seulement à l'intérieur, mais aussi dehors, à l'extérieur, oui. et surtout quand le fêtage n'est pas très haut. Voilà, on est près les uns des autres, on est exposés. Amigalda, merci Amigalda pour toutes vos questions. Vous êtes en train de me faire mon émission, c'est très pratique de vous avoir. Qui nous dit, outre les allergies respiratoires, il me semble qu'il y a aussi une augmentation des allergies alimentaires, notamment liées à l'augmentation de l'obésité. Alors ça, je ne comprends pas immédiatement... Bon, en tout cas, il y a une augmentation des allergies alimentaires, parce qu'on a parlé des allergies au pollen, mais ce ne sont pas les seuls. Il y en a plein des allergies. Non, mais tout à l'heure, j'ai bien précisé, parce que Samuel il parlait d'allergies respiratoires en général, et j'ai dit non, ce sont toutes les allergies. Et maintenant, ce qu'on observe dans les 10 dernières années, c'est que s'il y a une augmentation qui est vraiment impressionnante, c'est celle des allergies alimentaires. Alors, c'est la question que je voulais vous poser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme grandes allergies? On peut être allergique à peu près à tout, hein, au lait de vache, aux œufs de poule, au céleri, au kiwi, oui. à sa fermeture éclairs parce qu'elle contient du chrome ou du nickel. Oui, j'ai lu. ben oui, on peut être allergique montre, à tout, à la montre. Oui, ben oui. Mais ça, c'est pas là, c'est pas alimentaire. Alors allons-y. Donc sur les allergies alimentaires, il y en a le poisson, le lait, l'œuf, la cacahuète, certains aliments, certains fruits, les fruits secs, c'est énorme. C'est vraiment, ça va dans toutes les directions. C'est tout ce que certaines personnes mangent normalement sans problème. Donc, et pourquoi ces allergies augmentent dans la population? Alors, pourquoi? Encore une hypothèse, parce que là, il faut vraiment travailler davantage sur cette... Elle s'appelle l'hypothèse de la... disons, du dysfonctionnement des barrières épithéliales. Alors, c'est un peu compliqué, mais notre organisme et toutes les cellules sont entourées, les organes et les cellules, par de l'épithélium. C'est comme une peau. Hein? Et je vais choquer les auditeurs en disant que depuis 1960, l'homme a fabriqué 360 000 nouveaux produits ex novo. Alors, pour faire des exemples qui parlent clairement et dont on parle dans ces jours-ci, le plastique. Voilà, un produit. Alors, pourquoi ils ont été inventés? Les PFAS, c'est un peu plus compliqué. Les phtalates, pour rendre plus souple le plastique. Pourquoi? Pour des raisons de praticité, d'économie. Raisons économiques et industrielles.
industrielle, mais aussi de praticité. Hein. Il faut pas, si on pense au plastique dans le milieu hospitalier avec tout ce qu'on peut jeter, c'est quand même utile d'avoir du matériel pour les perfusions qu'on peut jeter. Dans le temps, on lavait tout ça, on faisait bouillir. Donc, il y a aussi des son avantages. Praticité, Alors, l'ergonomie. des immunologistes de choc ont vu que, mais bon, 360 000 produits, ils ont été introduits sans faire de tests. Et c'est un gros problème. C'est à la charge de l'industriel de dire, j'ai ce produit, je le propose, et dans mes tests, il résulte comme inoffensif. Mais en fait, souvent, c'est les effets de ce produit, on les voit à long terme. Hein, ce n'est pas dans l'immédiat. Et c'est plusieurs années après. Donc, finalement, il y a plein de produits qui circulent et certains ont été étudiés. Par exemple, le plastique, ça commence, mais d'autres, non. Et en tout cas, certains immunologistes de choc ont essayé de voir ce que ce produit faisait sur les membranes, l'épithélium des animaux ou de cellules dans des études expérimentales. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que il y a on l'appelle les jonctions, hein, serrées. Là, j'ai traduit un peu l'anglais, au niveau de l'épithélium. Et ces substances ouvrent ces jonctions. Donc, permettent ensuite, elles rentrent elles-mêmes, mais il faut rentrer aussi d'autres substances, et notamment les allergènes dont on parle. Alors, quand on parle d'épithélium, il y a la peau, puis il y a les poumons, puis il y a au niveau du nez, l'épithélium est partout. Et donc, voilà une hypothèse qui nous dit pourquoi il y a cette augmentation. Donc, et ça revient à ce que je disais, un environnement plus toxique. Vous imaginez 360 000 nouveaux produits ex novo. C'est-à-dire une foultitude de produits qui sont arrivés dans notre environnement et qui sont une bombe à retardement, en fait. C'est oui, ça. Et puis aussi, nous, plus fragiles, entre autres, c'est un chien qui se mord la queue. À cause des facteurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, et puis aussi parce que si ces produits nous affaiblissent en termes de... nos membranes ne marchent plus comme elles devraient, et voilà, il y a un cycle vicieux qui s'installe et qui fait que chez certains sujets, et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à comprendre. Ce n'est plus seulement une histoire d'avoir la prédisposition à être allergique parce que grand-mère était allergique. Là, il y a autre chose. Comme on le voit dans plein de pathologies, il y a certainement la génétique, d'autres phénomènes qui rentrent en jeu et que nous, pour l'instant, on ne connaît pas. On parle parfois d'allergies croisées avec, par exemple, des personnes qui sont sensibles au boulot et qui sont en même temps sensibles et qui sont allergiques aux rosacées, les pommes, les pêches. Oui, tout à fait. Il y a des grandes familles comme ça d'associations, on va dire. Oui, il y a des familles, on les connaît, donc les gens viennent et nous le disent et puis on fait des tests pour vérifier qu'il y a quelque chose qui se passe et dans le cas de l'allergie alimentaire, on fait des tests qu'on appelle de provocation orale et qu'on fait à l'hôpital sous surveillance parce qu'on donne des doses croissantes de ce produit. Et parfois, c'est vraiment très physique. Hein. On écrase la pomme et puis on la fait manger. Et puis, on vérifie. Alors, il faut savoir, par exemple, que dans un bout de nourriture, il y a plusieurs allergènes, d'accord, hein? Et même pour parler maintenant, il y a quelque chose de très à la mode, c'est l'allergologie moléculaire. On prend un peu de sang et on va voir à quoi se sont réagis en termes d'allergènes. Et par exemple, pour l'acarien, qui s'appelle, le mot savant, Dermatophagodes pteronicinus. D'allergènes, il y a DERP 1,
d'HERP2 jusqu'à 22, 33, etc. Vous voyez? Donc, il y a plein d'allergènes. Alors, certains sont majeurs, d'autres sont mineurs, mais il y a toujours l'exception avec des gens qui réagissent, même à ceux qui ne sont pas considérés comme majeurs. Et quel est le rapport, par exemple, entre le bouleau et l'abricot, par exemple? Eh bien, là, il faut demander aux botanistes, hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de la plante il y a des points en commun que je connais pas trop, que j'ai connu justement quand j'ai fait mes études. À l'échelle du tout petit, donc. Ouais. C'est ça? Non, mais en amont, c'est-à-dire il y a des choses comme similarité, voilà, c'est le mot que je cherchais, entre les deux, au niveau de la plante, de la floraison, etc. Il y a Solia qui nous dit salut Solia, merci pour tes questions. Je me demandais, on parle d'environnement allergène, mais est-ce qu'il existe un environnement dans lequel grandir et qui permettrait de nous fortifier et de nous rendre plus résistants face à l'allergie plus tard? Eh bien, il y a toute une école de vie, mais il faudrait tester. Pour les enfants, c'est les fameuses écoles dans la forêt. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qu'on a en Suisse. En général, c'est dans les pays qui parlent allemand, parce que même en Italie, c'est Bolzano et Trento qui sont bilingues. Et en fait, les enfants sont tout le temps dehors. En contact avec la terre, avec... Alors, et donc, on revient à l'hypothèse dont je parlais, de la biodiversité. Parce que dans la forêt, oui, l'homme fait des catastrophes, mais quand même, il y a plus de biodiversité dans la forêt que en ville, c'est clair. Donc, les enfants qui naissent dans un endroit d'un certain type et ensuite évoluent. Et il y a des études un peu sur ça. Et honnêtement, j'ai parlé des Allemands, mais il y a aussi des études dans ce sens, beaucoup en Finlande, parce que le monsieur qui a inventé l'hypothèse de la biodiversité, c'est un Finlandais, Tarja Attila, et c'est lui qui a fait les premières études et il continue à travailler sur ça et à sortir des données très intéressantes qui confirment son hypothèse et qui donnent des pistes, évidemment. Il y a celui-là qui dit que ça existe notamment à Arles. Oui. C'est l'école, le domaine du possible. Ah ben ça m'intéresse parce que je suis à Montpellier, donc à Arles, ça va, j'irai quasiment voir. arlésienne. Merci, oui. Sûrement il y en a d'autres, mais moi j'ai vu des données de la Suisse, de l'Italie du Nord. J'aime bien voir les données. Moi je suis épidémiologiste à l'origine, donc j'aime bien voir des données objectives, mesurées, tout. Mais j'imagine, oui, ça existe et ça va. Et puis les enfants, on a l'impression qu'ils sont vraiment épanouis. C'est ça, ça compte aussi. Il y avait pas mal de presse sur ces écoles, les enfants avaient l'air souriants, en effet. Oui. Et il y a celui-là qui se renseignait donc pour ses enfants. Vous nous raconterez une autre fois, on fera peut-être une émission sur ces écoles du domaine du possible. Cet été, il y en a certains qui vont se frotter, peut-être malgré eux, à des piqûres d'abeilles, de guêpes. Oui. Ah oui. On peut déclencher une réaction allergique très grave. Alors qu'on a déjà été piqué et qu'il ne s'est rien passé. Déjà, qu'est-ce qui peut se passer s'il s'avère qu'on est allergique et qu'on se fait piquer par une abeille ou une guêpe? Ça peut être très, très grave. Ça va de la partie où il y a eu la piqûre qui enfle à un choc anaphylactique. On n'a pas donné le mot, mais... Alors, qu'est-ce que c'est un choc anaphylactique pour ceux qui n'ont jamais rencontré ce mot Oui, c'est... brutal. C'est toutes les muqueuses qui enflent et qui font qu'on ne respire plus. Hein, et il faut vraiment aller à l'hôpital rapidement. En général, il y a une première piqûre qui se passe plus ou moins sans conséquence. Et puis la deuxième, ça peut être la partie enflée, mais ça peut être aussi plus grave. Et voilà. Mais il y a une désensibilisation qu'on peut faire. Évidemment, c'est pas qu'on peut, on conseille de faire pour éviter des risques. Parce que quel est le risque? Le risque, c'est qu'on soit piqué quand on est loin d'un centre de soins. Et souvent, ça se passe loin et voilà, on n'a pas le temps. Et ceux qui connaissent
leurs problèmes doivent circuler avec de l'éphédrine pour se l'injecter. C'est une piqûre d'éphédrine, c'est ça? Ouais. Et en fait, ça, c'est la même chose aussi pour l'allergie alimentaire, notamment à certains produits comme la cacahuète, qui est parmi les 800 cas de... C'est de l'éphédrine, c'est pas de l'adrénaline. Donc j'avais lu... Oui. Non, c'est vous qui avez raison, c'est moi qui... Oui. Mais piqûre d'éphédrine. dans les cas de ces parasmes en France, il y a eu parfois des enfants, c'est malheureux à dire, allergiques à la cacahuète parce que, en fait, ils ne savaient pas qu'il y en avait dans le plat. Ils ont consommé et il n'y a pas eu le temps de les ramener, de les amener dans un centre de soins. Voilà, c'est affreux, parce que vraiment... Alors ça, ce sont pour les personnes allergiques. Il y a Jack, enfin vous allez peut-être le confirmer. Il y a Jack Gaming qui dit vis-à-vis des piqûres de guêpes et d'abeilles, est-ce que chaque personne peut faire un choc anaphylactique ou bien il ne se passe, non, ou bien ça n'existe que chez les personnes ayant un terrain sensible. Isabella, il vous pose la question à vous. Oui, non, comme je l'ai dit, chez certains, c'est simplement la partie très enflée, douloureuse, et c'est pas agréable du tout. Mais et chez certains d'autres, c'est plus grave. Non, c'est pas de façon statistique toujours pareil. Aya Solia qui a une très longue question et je vous la pose. J'ai encore une question. Apparemment, grandir dans une biodiversité riche, dans la forêt notamment, permet de se fortifier. Ouais. Cela me rappelle notre évolution où nous sommes des êtres nomades vivant en extérieur. Ouais. Se pourrait-il que dans le futur, nous continuions d'évoluer et que notre corps s'adapte à ces nouveautés, à ces nouveaux allergènes que nous avons créés? Elle cite par exemple les plastiques dont vous parliez, Isabella. Sur une échelle de temps qui est très longue. Oui, sur l'échelle de temps très longue, absolument. Oui, c'est clair. Pour l'instant, moi, je vois les allergiques comme des sentinelles très utiles pour que on essaye d'améliorer le monde. Parce que c'est grâce aux allergiques qu'on a découvert des choses et qu'on a découvert qu'on vivait dans un environnement avec plein de nouveaux allergènes. Ça va même plein de nouveaux produits en suspension, en tout cas. Ouais. On n'a pas encore parlé, enfin pas tout à fait, de désensibilisation. Ça intéresse pas mal dans le chat. Vous pouvez peut-être expliquer comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut se faire désensibiliser? Est-ce que tout le monde peut se faire désensibiliser? Ça marche pour toutes les allergies? Comment ça se passe? Non, tout le monde, oui, mais il y a certains allergènes pour lesquels, non, pas encore, ça va venir. Par Donc, moi, je connais pour les pollens, pour les acariens, pour le chat, ça marche super bien. Et puis, ça marche pas trop quand on est allergique, quand on est un multi-allergique, qu'il y a plusieurs allergènes différents. Donc, là, il faut pas. J'ai envie de préciser quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui est importante, c'est-à-dire quand on dit asthme et rhinite, il y a, oui, l'asthme allergique et la rhinite allergique, mais il y a aussi les mêmes manifestations sans allergie avérée. C'est-à-dire? On peut être asthmatique, on va chercher à quoi on est allergique. Les symptômes, tout est pareil, mais on ne trouve pas l'allergène auquel on est allergique. Donc, mais en fait, on met tout ensemble, parce qu'après, le traitement est le même, plus ou moins, et la prise en charge aussi. Mais c'est important, parce que pour vos auditeurs, et en tout cas, tout ça, ça rentre encore dans le fait que la biodiversité est importante, parce qu'il faut se défendre, et il faut avoir les moyens pour le faire. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous aurais pas posée, Isabella? Ou c'est le mot de la fin? Je vous laisse le mot de la fin. Ah, dis donc, le mot de la fin, c'est sympa. Il faut faire, je pense, le mot de la fin, c'est de la prévention. Et peut-être pour compliquer un peu les choses, il y a une notion qui est très importante depuis quelques années, c'est que pour bien comprendre les allergies, il faut avoir une approche exposomique. C'est un mot compliqué. Qu'est-ce que c'est? C'est que les patients, les individus sont exposés à plusieurs facteurs de risque depuis la vie précoce jusqu'à la mort, et que c'est en considérant ces expositions
ensemble qu'on arrive à expliquer l'allergie. Et puis, il y a un deuxième message que j'ai envie de donner, parce qu'on n'a pas nommé ce terme. Il y a aussi l'épigénétique qui est très importante. Alors, qu'est-ce que c'est l'épigénétique? Pourquoi, quand on a deux jumeaux qui sont monozygotes et qui ont le même terrain génétique, on peut observer un jumeau malade et pas l'autre? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'environnement dont on a beaucoup parlé ce soir, peut, chez un des jumeaux, agir sur, c'est un mot difficile, les méthylations de l'ADN et bloquer le gène. Donc, on a la prédisposition pour devenir malade, mais l'épigénétique bloque le gène, donc la production de la protéine et tout ce qui suit. Donc, voilà, à parité de terrain génétique, un jumeau qui est malade et un autre non. Et ça, j'ai fait l'exemple des jumeaux parce que je parle beaucoup, mais c'est vrai pour tous. Et moi, je travaille beaucoup dans l'épigénétique et c'est une étape essentielle pour comprendre aussi l'importance de l'environnement dans le déclenchement et l'aggravation des allergies. Merci Isabella Alesi-Maezano, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Samuel Monnier qui nous a quittés tout à l'heure, qui a passé 15 minutes avec nous. Merci à tous les deux de nous avoir fait l'amitié de vous transporter jusqu'ici, au 3e étage de la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement de Paris, un vendredi soir en plus. Merci à toute l'équipe du Talk. Merci bien sûr à vous dans le chat. Merci pour toutes vos questions, vos humeurs, vos bienveillances. Vous êtes toujours bienveillants. C'est chouette, on passe toujours un bon moment avec vous. Pour ceux qui veulent revoir l'émission, vous la trouverez en replay dans un instant sur Twitch. Elle est aussi dispo sur YouTube, sur la chaîne de France Info. Pour ceux qui veulent la réécouter avec les oreilles, donc, ce sera sur la plateforme de Radio France ainsi que sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est france-tv-info.fr. Lundi, on va parler des Jeux Olympiques et de l'intégration des personnes transgenres. Ce sera avec Manon Mella, même endroit, même heure, 18h, 19h sur Twitch. Pas vraiment de bonne heure donc, mais bien sûr de bonne humeur. Nous, on se retrouve très très vite et d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée. Salut!